Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Aujourd'hui, je vous propose de suivre un débat au Sénat sur la fraude à la TVA. Cette taxe est la première ressource financière de l'État et la fraude représente une perte de 20 milliards d'euros pour l'État. Et face à ce manque à gagner, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé devant les sénateurs tout un arsenal de mesures contre la fraude à la TVA. Je vous laisse les découvrir. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « Lutte contre la fraude à la TVA transfrontalière » à la demande du groupe RDSE. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur du débat dispose d'un temps de parole de 8 minutes, puis le gouvernement répond pour une durée équivalente. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, M. Yvon Collin, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au sein de l'Union européenne, la souveraineté fiscale des États, confortée par la règle de l'unanimité, conduit le plus souvent au chacun pour soi. Le projet de taxe dit GAFA dont nous avons débattu au Sénat la semaine dernière est l'illustration la plus récente d'une divergence d'approche entre plusieurs pays européens. Je note toutefois avec satisfaction que la Commission européenne a ouvert, en janvier dernier, le débat sur l'idée d'une transition progressive vers la majorité qualifiée en matière fiscale. Nous en sommes heureux d'ailleurs. En attendant, cette absence de convergence entre les politiques fiscales permet soit une concurrence déloyale entre États membres, soit la mise en œuvre de systèmes d'évasion fiscale. Aussi, le RDSE a souhaité inscrire à l'ordre du jour de nos travaux la question de la fraude transfrontalière à la TVA, un fléau qui génère un manque à gagner colossal pour les administrations publiques. En effet, chaque année, la Commission européenne déplore l'ampleur des pertes. Dans son dernier rapport, ce sont près de 147 milliards d'euros qui ont été captés en 2016 par la fraude à la TVA, dont 20 milliards pour la France. La seule fraude à la TVA transfrontalière serait de 50 milliards d'euros, presque un tiers du budget de l'Union européenne. Bien que l'écart de TVA ait diminué depuis quelques années, le résultat varie d'un pays à l'autre. La Suède et la Croatie ne perdent que, si j'ose dire, 1% de leurs recettes théoriques, tandis que l'Italie et la Grèce en perdent respectivement 25 et 30%. La France se situe dans une position médiane, avec un écart de TVA resté stable à 12%, mais le montant de la fraude a tendance à augmenter en valeur absolue. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, s'agissant en particulier de la fraude à la TVA transfrontalière, celle-ci s'appuie principalement sur le système dit du carrousel, une technique assez futée qui implique plusieurs entreprises d'une même chaîne commerciale, présentes dans au moins 2 États membres de l'Union, réalisant entre elles des acquisitions intracommunautaires et des livraisons intracommunautaires et des importations et des exportations. Au final, la fraude repose sur le non-reversement à l'État de la TVA par celui qui l'a collectée. Un intermédiaire qui disparaît le plus souvent, rendant ainsi impossible le recouvrement de cette taxe. Exploitant les failles des circuits des collectes de la TVA transfrontalière, de véritables sociétés écrans, ou taxis, comme on voudra, se sont créées, dont certaines financeraient des activités criminelles, voire terroristes. Quand il ne s'agit pas de récupérer la totalité de la somme à des fins malveillantes, il peut également s'agir de commercialiser en bout de chaîne des produits à des prix, bien sûr, nettement inférieurs au prix du marché officiel, les gains des maillons intermédiaires étant financés par le Trésor du fait du non-reversement de la TVA. Ces pratiques affectent ainsi le fonctionnement normal du marché et créent des distorsions de concurrence pour les opérateurs respectueux de leurs obligations fiscales. Il est donc urgent, Monsieur le Ministre, d'agir sur ce front, d'autant plus que la fraude au carrousel que je viens d'évoquer n'est ni nouvelle ni isolée. On peut également citer les fausses factures, qui créent artificiellement de la TVA déductible de vente de véhicules prétendument d'occasion, ou encore la fraude au régime 42, qui profite d'une suspension de TVA le temps que la marchandise circule, un ensemble d'escroqueries qui s'est mis en place dès le lendemain de la création du marché unique.
Mes chers collègues, d'où vient donc cette vulnérabilité? À l'évidence, l'existence de 28 régimes de TVA différents favorise bien entendu cette situation. N'est-il pas incohérent d'avoir un marché unique sous-tendu par une TVA encore assise sur des frontières? On ouvre la porte à des fraudes et on complique la vie des entreprises sérieuses par des règles de facturation transfrontalière, pas toujours simples, je le concède. Rappelons aussi que le régime actuel de TVA pour les échanges entre États membres de l'Union européenne date de 1993 et qui n'a jamais été corrigé en profondeur. Depuis, les échanges commerciaux se sont intensifiés, l'Europe s'est élargie et les communications électroniques se sont accélérées, ouvrant un peu plus le terrain de jeu des fraudeurs. Dans ces conditions, il n'est pas inutile de rappeler à l'Union européenne ses responsabilités sur ce chantier, et ceci d'autant plus que la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale est devenue une priorité pour beaucoup d'États membres. Bien entendu, pour avoir déjà fait des propositions, la Commission européenne est depuis 2016 mobilisée, nous le savons, sur la question de la TVA. Fin 2017, elle avait présenté un programme de réforme des règles de l'Union européenne en matière de TVA qui, selon ses estimations, pourrait réduire de 80% le montant de la fraude. C'était une bonne proposition. L'idée générale que la majorité de mes collègues du RDSE partagent est de mettre rapidement en place un espace de TVA unique à l'échelle de l'Union européenne. Nous approuvons aussi les quelques mesures techniques simples qui seraient de nature à écarter la fraude. Le prélèvement de la TVA directement sur les échanges transfrontaliers entre entreprises. La mise en place d'un guichet unique en ligne permettant à la fois le paiement par les entreprises dans leur langue d'origine et le reversement de la TVA d'un État vers l'État du consommateur final. Le 22 juillet 2018, le Conseil avait approuvé des mesures visant à renforcer la coopération administrative afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA et notamment par une amélioration de l'échange d'informations ou encore le renforcement par le réseau Eurofisc. C'est un début, mais où en sommes-nous de cette collaboration entre États membres? On est bien conscient, je l'évoquais en introduction, que la règle de l'unanimité ralentit, pour ne pas dire empêche, la mise en œuvre rapide d'une politique fiscale cohérente à l'échelon de l'Union européenne. Monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que partout en Europe, les citoyens réclament davantage de justice fiscale et que les gouvernements s'emploient à alléger les impôts sur les ménages, l'Union européenne doit se montrer plus volontaire pour édicter des règles de nature à mieux lutter contre la fraude et pour convaincre de l'intérêt d'une convergence plus forte entre les politiques fiscales. Tout cela ne dispense pas, bien entendu, chacun des États membres d'améliorer leurs dispositifs nationaux. Et à cet égard, Monsieur le ministre, vous allez pouvoir sans doute nous apporter des éclairages utiles et peut-être des annonces pour enrichir ce débat. Je vous remercie, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, pour une durée de 8 minutes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président de la Commission des Finances, merci au groupe RDSE, à son président, le président Riquet, à l'orateur, Monsieur Collin, d'avoir pris l'initiative de ce débat, un débat heureux, tant les enjeux qui y sont associés en matière de finances publiques le justifient amplement. Et je le dis devant le président de la Commission des Finances et devant les sénateurs que nous souhaitons que dans le projet de loi de finances de cette année, qui aura l'occasion de parler de fiscalité locale, mais aussi de lutte contre la fraude et singulièrement d'un paquet TVA, les débats d'aujourd'hui, monsieur le sénateur, les questions-réponses et les échanges des travaux du Sénat, singulièrement les vôtres, mais aussi des interpellations que monsieur le rapporteur général a pu faire dans les 2 dernières années, les années budgétaires, puissent prendre langue et soit écrite dans le projet de loi de finances et que ne soit pas simplement dans le constat, mais effectivement dans l'accompagnement de ce que vous proposez et ce que demande la Commission européenne. La fraude à la TVA est un phénomène ancien, dangereux pour les recettes de l'État et, il faut bien le dire, protéiforme. Ancien tout d'abord parce que, vous le savez, l'impôt a été mis en place dans les années 50. Force est de constater que le problème se pose avec d'autant plus d'acuité par l'instauration du marché unique, vous l'avez dit vous-même, monsieur l'orateur, et l'augmentation du volume des importations intracommunautaires, notamment due par le commerce électronique et les plateformes numériques,
car la fraude est naturellement plus facile dans le cadre d'échanges communautaires, vous l'avez vous-même rappelé. Dangereux pour les recettes de l'État. Bien que difficilement chiffrables, les pertes et recettes fiscales douanières liées à la manipulation des flux ou à la dissimulation des recettes sont très importantes. De fait, avec un peu plus de 160 milliards d'euros, la TVA constitue la première ressource de l'État et la moitié des ressources fiscales nettes. Elle est d'ailleurs le deuxième prélèvement obligatoire après les cotisations sociales, devant la CSG, devant bien sûr l'impôt sur le revenu et devant l'impôt sur les sociétés. Dans son étude annuelle sur le sujet, la Commission européenne a estimé que le manque à gagner de la TVA pour la France représentait approximativement 20 milliards d'euros, soit presque 12% des recettes potentielles que notre pays pourrait compter. Pour l'Union européenne, le manque à gagner de la TVA atteindrait donc plus de 150 milliards d'euros, vous l'avez dit, monsieur le sénateur, soit près de 13% des recettes des 27 États membres. Nous pouvons nous réjouir dans notre malheur que nous avons à peu près le même manque à gagner que la plupart des pays européens. Protéiforme enfin, parce que pour schématiser, il existe deux grandes familles de fraude à la TVA. Une fraude sophistiquée, s'appuyant sur des réseaux complexes, de grande ampleur, par de grands délinquants, qui, parfois proches du crime organisé, vous l'avez dit vous-même, se soustrait par la technique bien connue du carrousel de sommes très importantes dans les caisses de l'État. Et puis à l'inverse, il ne faut pas l'oublier, et ces petites sommes font parfois des gros montants, une fraude diffuse, plus quotidienne, reposant sur des montants individuels plus petits, mais qui représente bien sûr, mis bout à bout, je l'imagine, un montant important de recettes fiscales, et ça reste de la fraude. En tout état de cause, une chose est sûre, une politique de lutte contre la fraude, digne de ce nom, que le Parlement souhaite, que le Sénat souhaite, et que le Président de la République et son gouvernement souhaitent, ne peut se désintéresser de la fraude à la TVA étant, je le rappelle, notre première recette fiscale. Bien au contraire, elle doit même être la préoccupation première, et c'est ainsi que nous remercions le groupe RDSE d'avoir inscrit à l'ordre du jour ce débat. La fraude à la TVA est un sujet moins en vue dans le débat public que l'évasion fiscale. Il y a moins d'émissions de télévisées, il y a moins de titres de journaux. L'évasion fiscale internationale ou l'optimisation agressive des grandes entreprises est un sujet médiatique, et c'est important, il faut le relever. Les gouvernements successifs ont essayé de faire des choses. C'est un sujet important, mais peut-être moins important en termes de masse financière. L'audit en cours de la Cour des comptes nous le confirmera peut-être pour le projet de loi de finances que nous aurons à débattre. En tout cas, s'occuper de l'un ne veut pas dire ne pas s'occuper de l'autre. Il faut s'en occuper en même temps, monsieur le sénateur. Et je vous remercie encore une fois, et je remercie d'ailleurs tout le Sénat de s'intéresser à cette question à travers les travaux de fond qu'il a conduits, notamment monsieur le président de la Commission des finances, à travers les travaux de la Commission des finances. Le gouvernement est pleinement mobilisé, monsieur le sénateur, avec votre groupe et j'imagine tous les sénateurs ici présents, à l'échelle européenne et nationale, en lien avec le législateur pour changer les choses dès le projet de loi de finances de l'année 2020. Face au phénomène que nous avons évoqué, ni nous, le membre du gouvernement, ni les parlementaires que vous êtes, ni l'Union européenne ne restent les bras croisés. Il faut le souligner comme vous l'avez fait, monsieur le sénateur, qu'au niveau communautaire, la Commission européenne est très active. Et ce, depuis quelques années, et singulièrement depuis 2015, les services électroniques, musique, logiciels, films, sont imposables dans l'état du consommateur en vertu du principe dit de destination. Pour faciliter les obligations déclaratives des prestataires, un outil de déclaration centralisé, appelé mini-guichet unique, a été mis en place. Ce système a fait ses preuves, puisque la France a obtenu pour 2018, vous le verrez lors de la loi de règlement, plus de 600 millions de recettes supplémentaires de TVA. C'est une fraude en moins. Une nouvelle directive relative à la TVA a été adoptée le 5 décembre 2017 par le Conseil de l'Union européenne et pour application à compter du 1er janvier 2021 en ce qui concerne le e-commerce, et nous allons revenir dessus, et je proposerai que dès le PLF, nous puissions revenir dessus. Par ailleurs, le Conseil a été saisi en mai 2018 d'une nouvelle proposition de directive visant à instaurer un régime définitif de TVA et mettant fin au régime en vigueur depuis le 1er janvier 1993 en matière de flux intracommunautaires de marchandises entre entreprises. Si les mécanismes prévus dans cette proposition devraient permettre d'éradiquer les schémas de fraude carrousel et des schémas de fraude importants, les négociations au Conseil prendront du temps, malheureusement. Nous n'en verrons donc pas les bienfaits tout de suite, mais sachez bien sûr que le gouvernement y est très mobilisé. Je sais que Pierre Moscovici l'était également, nous en avons plusieurs fois parlé. Le Parlement européen, à peine élu, saura s'en intéresser et la prochaine commission devra être particulièrement attentive. La France y prendra sa part pour que ces négociations aillent vite, malgré les règles que vous avez évoquées de souveraineté des États en ce qui concerne la fiscalité. Cela n'empêche pas d'avancer. Et ce n'est pas parce qu'il faut faire l'unanimité et qu'il faut prendre du temps parfois au niveau européen qu'il ne faut pas avancer au niveau national.
Chaque mois, nous organisons, piloté par la Direction générale des finances publiques sous mon autorité, qui réunit les grands services, qu'il s'agisse du service des douanes, notamment les services d'opérations douanières, le SNDJ, le service des enquêtes douanières, la BNRDF du ministère de l'Intérieur, le service national des enquêtes de la DGCCRF. Nous organisons une task force prouvant ainsi les contacts permanents entre administrations fiscales au niveau central et aux échelons déconcentrés, bien sûr avec les parquets et les services d'enquête en la matière. Nous coordonnons la lutte contre la fraude à la TVA. Il s'agit d'un phénomène pluriel, épars, et dans divers secteurs, du bâtiment, des véhicules d'occasion que vous avez cités, les logiciels de caisse programmés, dont l'ancien gouvernement a fait des avancées qu'il m'est apparu avoir rectifié un tout petit peu pour ne pas trop embêter nos artisans, mais qui étaient importantes dans la lutte contre cette fraude à la TVA, les locations saisonnières, les transports de personnes, les ventes à distance, les logiciels de caisse effectivement programmés pour éluder les chiffres d'affaires. Nombreux sont les secteurs, et nous les connaissons, dans lesquels les administrations dont j'ai la charge interviennent et améliorent constamment leurs outils pour recouvrer les sommes dues et sanctionner les auteurs de fraude. Je voudrais ainsi dire que ceux qui pensent que la lutte contre la fraude, c'est trop de tatillonnement administratif pour les entreprises, que pour celles qui ne fraudent pas, et elles sont la majorité bien sûr des entreprises françaises, celles qui fraudent, ça rend impossible la concurrence et impossible l'emploi, et que l'administration doit être présente pour lutter contre la fraude afin de rétablir la juste concurrence entre entreprises. Je crois que les PME elles-mêmes le demandent. Le sujet nous occupant plus particulièrement aujourd'hui étant la fraude à la TVA transfrontalière, je ne me permettrai de me contenter d'évoquer les actions menées spécifiquement contre ce type de fraude. S'agissant, monsieur le sénateur, je vois que je suis à 8 minutes, me semble-t-il, madame la présidente, je vais aller très vite et répondre aux questions ensuite. La lutte contre les carrousels à la TVA, mes services ont procédé à plus de 350 demandes de suspension de TVA intracommunautaire pour des sociétés impliquées dans des schémas de carrousel très importants. Nous avons fait à chaque fois les articles 40 du Code de procédure pénale. Les signalements effectués par la DNEF ont visé plus de 230 personnes physiques ou morales et 22 enquêtes sont actuellement ouvertes. S'agissant du contrôle de la TVA intracommunautaire, nous avons mis en place depuis 2015, sous l'ancien gouvernement, un dispositif qui permet aux prestataires de ne pas s'immatriculer à la TVA dans chaque État membre. C'est un point très important et nous l'étendrons à partir de 2021 dans la chose que va mettre en place la DGFiP, qui va réaliser à titre de test un plan de contrôle coordonné par un échantillon d'entreprises qui sont actuellement enregistrées. Enfin, s'agissant de la lutte à la TVA à l'import dans le cadre du dispositif d'autoliquidation de la TVA, la DGFiP et les douanes travaillent actuellement à fiabiliser et à automatiser les rapprochements de données. J'ai découvert en arrivant dans mon ministère que les douanes et la DGFiP, dans le même ministère, ne travaillaient pas forcément ensemble dans l'échange de données. Nous allons lutter très fortement, évidemment, contre ces fausses déclarations à la TVA sur ce que vous avez évoqué comme montage. Et le data naming et le rapprochement juridique qui sont permis par la dernière loi fraude nous le permettra. Sur le plan législatif, enfin, les récents débats que nous avons eus... Vous avez dépassé très largement votre minute, monsieur le ministre. Vous pouvez accélérer, s'il vous plaît. Vous avez 15 réponses et 15 questions. J'accélère, Madame la Présidente, et je répondrai donc du coup aux questions. En soulignant simplement que sur le plan législatif, les récents débats que nous avons eus lors de la loi fraude, comme les 2 dernières lois de finances, montrent l'importance de la question du e-commerce. Je répondrai sans doute aux questions et j'aurai l'occasion d'évoquer les propositions que je ferai notamment dans le cadre du PLF et qui seront bien sûr complétées par les propositions et les amendements des sénateurs. Je vous remercie. Merci. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente. Alors je vous rappelle, chers collègues, que dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. Donc, suivez l'horloge. Et nous débutons ce débat avec Madame Nathalie Goulet pour 2 minutes. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, d'abord vous remercier de l'excellent choix que vous avez fait pour la mission sur la fraude sociale. Vous remercier d'avoir respecté les engagements que vous aviez pris en Commission des Finances et d'avoir fait un excellent choix. J'espère que nous serons à la hauteur, ma collègue Carole Grandjean et moi-même. Lors de votre audition à la Commission des Finances sur ce sujet, nous avions parlé d'un logiciel de détection précoce de la fraude à la TVA et vous nous aviez indiqué que ce logiciel était en place dans votre ministère. La question qui se pose aujourd'hui et que tout le monde va poser, c'est comment est-ce que nous pouvons harmoniser les procédures au niveau européen, renforcer le réseau Eurofisc, bien entendu,
et aussi le partage des données, comme vous le venez de l'indiquer. Donc la question que je voulais vous poser, c'est où en êtes-vous de ce logiciel de détection précoce des données et comment comptez-vous améliorer encore la coordination avec les pays européens, puisque cet impôt est un impôt européen et qu'il est extrêmement important qu'on puisse, de ce point de vue-là, coordonner avec nos collègues. Je vous remercie. Alors là, merci, Monsieur le Ministre. Votre réponse? Merci Madame la Présidente. Bon, d'abord, j'ai fait un excellent choix, Madame la sénatrice, enfin, c'est le Premier ministre qui vous a écrit, parce que c'est vous. Donc vous avez considéré que ce choix était très bon. Puisqu'il vous concernait, nous ne pouvons que partager votre enthousiasme, évidemment. Vous dire effectivement que vous avez posé la question de la coopération européenne. Alors c'est vrai que les règles sont européennes, ou en tout cas elles pourraient être européennes, c'est un impôt européen. La question des frontières est très importante, la fraude intra-communautaire peut être très importante, mais c'est quand même un impôt qui est perçu nationalement. C'est-à-dire, je voudrais dire ici, devant la représentation nationale, et nous avons cette discussion en PLF, la multiplication des taux réduits de TVA ou des taux différenciés de TVA favorise parfois aussi la fraude et l'interprétation du contrôle. Je le dis parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir lutter contre la fraude absolument et réduire, pour plein de raisons qui sont sans doute toujours très bonnes. Je rappelle que dans cette Assemblée, nous avons notamment réduit la TVA pour les parcs animaliers touristiques, on va le dire comme cela. Voilà. Et chaque année, on a un taux réduit de TVA pour des bonnes raisons, mais enfin, ça pose un certain nombre de problèmes pour les contrôles. Donc pour les logiciels, nous y travaillons, la douane bien sûr, la DGFiP évidemment. C'est pas parce que nous ne prenons pas, j'ai vu la presse de temps en temps se dire que quelques grandes sociétés trouvaient qu'il est un peu étonnante que l'administration ne travaille pas avec elles. C'est pas parce que nous ne travaillons pas avec ces sociétés que nous ne travaillons pas tout court avec des sociétés informatiques. Je dis d'ailleurs qu'il faut que nous fassions attention, notamment lorsque nous dirigeons les services de l'État qui ont des données sensibles, parfois secrètes, ou parfois qui sont en lien avec des enquêtes, ou qui protègent le secret fiscal ou le secret des affaires, de ne pas travailler avec des sociétés dont nous aurions un doute sur où on met les données, comment on utilise ces données. Voilà, donc je pense que c'est un point très important qui touche aussi le ministère de l'Intérieur et qui touche particulièrement les services qui sont sous mon autorité. Donc on y travaille, évidemment, et nous travaillons en coopération avec les pays européens pour avoir un maximum d'informations. C'est un chantier tellement important qu'on doit à la fois travailler sur la coopération européenne, mais aussi travailler sur la coopération dans notre ministère. Je rappelle tout à l'heure, pour les douanes et pour la DGFiP, le rapprochement numérique et le rapprochement des fichiers est très important, l'exploitation de ces données. On aura l'occasion sans doute au PLF, Madame la sénatrice, de vous rassurer. Madame Goulet, vous avez plus d'une minute si vous souhaitez utiliser ce temps. Oui, Monsieur le Ministre, moi j'étais pas du tout inquiète. C'est une question pas de contrôle, mais enfin disons de suivi du travail qui est fait, parce que c'est vraiment très important et que la tâche est immense. Personne ne doute de la tâche. Et puis le logiciel avec lequel vous travaillez, le data mining, est sûrement tout à fait très bien. Et moi j'ai aucune raison de privilégier une société par rapport à une autre. Et vous avez évoqué les données sensibles, et je pense que vous avez bien fait. Je crois aussi que l'avènement d'un parquet européen devrait aussi permettre, et vous l'avez cité dans votre intervention, de multiplier les procédures article 40 et également d'harmoniser au niveau européen ce suivi des procédures article 40, parce qu'il n'y a pas de fraude transfrontalière s'il n'y a pas de coopération. Donc il faudra aussi travailler sur la coopération judiciaire et pour le faire, avoir encore plus de personnel. Je crois que c'est très très important aussi cette coopération judiciaire. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Emmanuel Capus pour le groupe Les Indépendants. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, l'invention de Maurice Lauré est aujourd'hui l'une des premières sources de recettes fiscales en Europe. Elle constitue près de la moitié de celle de l'État français. La TVA est aussi devenue l'objet de fraudes très rentables, ça a été dit par Yvon Collin. Première ressource du crime en Europe, selon Europol, devant le trafic de drogue. La création du marché unique européen a permis à la fraude de se développer, et notamment à la fraude de type carrousel, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre. Les fraudeurs profitent de l'exonération de la livraison intracommunautaire et jouent sur les délais de recouvrement de la TVA. Ils parviennent alors à se faire rembourser une taxe qu'ils n'ont jamais payée. En 2016, c'est 147 milliards d'euros qui auraient dû être collectés au titre de la TVA, mais qui ont échappé aux États membres. Le montant de cette fraude est monumental. Il faut y voir un manque à gagner considérable pour les gouvernements européens et donc pour les contribuables. Il faut y voir aussi
des sommes astronomiques détournées par des réseaux mafieux et parfois même par des terroristes. Des fraudes à la TVA organisées en Scandinavie ont ainsi contribué à financer des activités terroristes d'Al-Qaïda. Il est donc urgent de réagir, mais les États membres peinent à se mobiliser sur un sujet qui requiert l'unanimité, comme vous l'avez rappelé, mon cher collègue Yvon Collin. L'Union a fait un premier pas avec la mise en place de l'outil d'analyse des réseaux de transactions TNA, dont on vient de parler. Ma question est donc extrêmement simple, Monsieur le Ministre. Pensez-vous que cet outil TNA permettra de réduire significativement la fraude et d'appréhender les auteurs de ces infractions? Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Sénateur. Vous avez tout à fait raison sur votre sujet. Donc ça revient un peu à la question de Madame Goulet différenciée, puisque s'il s'agit du data naming et de comment on utilise les outils qui nous permettent, et les data scientists, c'est-à-dire les personnes qui s'en occupent, pour mieux voir ce qu'est la fraude à la TVA. Pour compléter la réponse à Madame Goulet et à vous-même, vous êtes plus de 30 équivalents temps plein aujourd'hui qui travaillent et qui n'existaient pas il y a encore 2 ans dans le ministère, et évidemment nous devons le faire de manière européenne. Ça me permet d'ailleurs de compléter peut-être mes propositions que je présenterai dans le projet de loi de finances en lien avec vous. D'abord, la directive européenne prévoit pas avant l'application 2021 et pour des montants de moins de 150 €. Je proposerai dès l'année prochaine, pas attendre 2021, et pour tous les montants. Ce sera un point très important. La mise en place, me semble-t-il, de la facturation électronique, ce que fait déjà l'État. C'est-à-dire que toutes les entreprises de France, on va bien sûr les accompagner, singulièrement les plus petites, mais passer à la facturation électronique qui permet un énorme avantage de récupérer toutes les données, les numéros de SIRET, les échanges de facturation, les prête-noms, et de les rentrer dans un système électronique qui justement nous permet, avec ces données et avec ces outils, de pouvoir repérer d'un seul coup d'œil, si j'ose dire, ou d'un seul clic, ce que parfois des agents mettent des mois et des mois à mettre en place. Et parfois qui échappent singulièrement aux contrôles fiscaux. Et donc, effectivement, cette facturation électronique va beaucoup nous aider également à utiliser les outils que vous évoquez. Troisièmement, une liste noire des plateformes, notamment des plateformes étrangères qui ne respectent pas... alors, il y a 2 types de personnes. Hein. Il y a ceux qui vendent le produit sans la TVA, et c'est moins cher que le prix du marché officiel, pour reprendre le propos de Monsieur le Sénateur. Et par ailleurs... évidemment, ces concurrents malsains avec les plateformes françaises ou celles qui jouent au jeu, puis il y a ceux qui mettent le prix de la TVA, puis qui l'encaissent et qui ne le reversent jamais. Donc ça peut arriver sur quelques plateformes étrangères que nous ne pouvons pas contrôler. Donc nous mettrons ça évidemment en place, cette liste noire sera connue, et puis nous ferons des amendes très importantes pour ceux qui ne respectent pas le jeu des plateformes européennes ou françaises. Et puis dans les entrepôts logistiques, c'est un point très important, nous demanderons à tous les colis, il y a des millions de colis tous les jours, hein, vous le savez, dans notre pays, à tous ces colis, donc on ne connaît pas le vendeur, on ne sait pas s'il paye la TVA, de tenir un registre électronique, des données qui nous permettent de faire ces contrôles par la DGFiP ou les douanes, et de rentrer dans le système que vous évoquez. Donc c'est des annonces très importantes qu'on mettra dès le projet de loi de finances 2020. Merci, Monsieur Capu. Il vous reste un peu de temps. Vous souhaitez répliquer? Non. Très bien. La parole est maintenant à Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. La TVA a été inventée en France au milieu du siècle dernier. Elle a plutôt prospéré depuis en faisant le tour du monde. Mais la fraude à la TVA, compte tenu des sommes en jeu, et vous l'avez dit depuis longtemps, un vrai et sérieux sujet. J'entends les annonces que vous comptez faire et faites sur le e-commerce, rejoignant d'ailleurs ce que proposait notre rapporteur général, Albéric de Montgolfier, à l'occasion du travail qui a été fait sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale. En parallèle, et depuis près de 30 ans, la fraude dite carrousel, qui représente 50 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe, se poursuit. Elle existe en fait depuis la mise en place du marché unique en 1993. Les criminels ont donc eu tout le temps de mettre au point les techniques et stratégies de contournement pour échapper aux règles et finalement ne pas s'acquitter de la TVA. Libération, qui fait partie des 34 journaux européens ayant dénoncé cette fraude massive au début du mois, rappelle la dernière étude menée sur le sujet par Europol, par laquelle nous ne prélevons actuellement qu'à peine plus de 1% des profits criminels. La Commission européenne a donc proposé une refonte du système de TVA transfrontalier en novembre 2017, ce qui implique bien sûr une modification des règles, mais à l'unanimité des États membres, et ça fait un quart de siècle qu'on attend. Monsieur le ministre, le président de la République se targuait de pouvoir changer l'Europe au moment de son élection. Pouvez-vous d'ores et déjà nous indiquer ce que vous comptez faire pour que l'Europe aboutisse enfin à cette harmonisation souhaitée et attendue concernant la TVA? C'est d'abord et aussi une question de justice, fiscale notamment.
Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le sénateur, vous avez raison, et je partage, comme beaucoup de Français, la lenteur. Je pense que monsieur le sénateur l'a évoqué, mais ce n'est pas parce que cette lenteur existe, même si la Commission avance et avance bien, et se heurte à l'unanimité de la fiscalité, qui peut être un avantage pour les pays lorsqu'ils respectent leur souveraineté, et puis un désavantage lorsqu'il s'agit d'avoir une politique cohérente fiscale, si ce n'est commune au moins cohérente. Je propose justement que nous n'attendions pas. Alors l'une des raisons que nous pourrions mettre en avant, notamment dans le projet de loi de finances, sans attendre la décision des États, c'est que ce soit la plateforme étrangère qui commerce, qui paye la TVA. Donc je proposerai que le Sénat s'intéresse à l'idée que lorsque vous commandez quelque chose sur Internet et que nous ne savons pas qui est le vendeur, ou en tout cas nous ne savons pas si ce vendeur paye la TVA, ou en tout cas si c'est pris dans le prix, lorsque ça arrivera dans l'entrepôt logistique qui concerne notre pays, puisque ça passe toujours par l'entrepôt logistique de notre pays, en connaissant d'ailleurs la liste des colis qui arrivent dans cet entrepôt logistique, nous demandons que cette plateforme Y, qui ne serait pas française, ou en tout cas qui ne jouerait pas le jeu, ou en tout cas pas certain qu'elle joue le jeu de la TVA, on ne demande pas à la TVA au vendeur qui est au fin fond de la Chine ou des États-Unis ou d'Amérique du Sud, mais que ce soit la plateforme qui soit en France qui paye la TVA. Ainsi, à la source, monsieur le sénateur, nous aurions le paiement de la TVA. Je crois que ce sera un montant très important qui sera dans les caisses de l'État et qui, au bout d'une année ou deux, je pense que le Sénat aura l'occasion d'évaluer ce que vous avez tout à fait raison de dire, qu'Albéric de Montgolfier, votre groupe et puis beaucoup de gens ici ont déjà réclamé. Ça demande un gros travail de la part des services de la DGFiP et des douanes, mais je pense que c'est nécessaire. Ça demande aussi un travail important de la part des entrepôts logistiques qui doivent s'équiper et remplir, si j'ose dire, la liste des colis par informatique. Mais je pense que c'est ce qu'on doit à une fraude manifestement qui est très importante. Ça ne veut pas dire que la France doit laisser tomber le combat européen, bien sûr, mais on peut avancer, on peut pour le coup surtransposer, pardon de le dire ainsi, aller plus vite, aller plus loin. Et je pense que ça va dans l'esprit général de la Commission européenne, de ce que vous souhaitez. Et finalement, ça rétablit l'équilibre entre les entreprises françaises, les plateformes françaises, et puis celles qui seraient étrangères, non européennes et qui ne joueraient pas de jeu de la fiscalité. Merci, Monsieur Husson, vous avez la parole. Monsieur le ministre, sur la proposition que vous faites concernant la France, vous savez pouvoir compter sur le soutien, en tous les cas, du rapporteur général de la Commission des finances et je le crois du Sénat. Vous appelez également à ce qu'on travaille au niveau européen. Je veux quand même simplement vous dire que lors d'un récent entretien avec le directeur général de la fiscalité à la Commission européenne, celui-ci a déclaré que l'Europe, jusqu'à maintenant, ne bougeait pas. Donc ça continue. Je vous ai dit, ça fait 25 ans que ça dure. Et pour l'instant, ça n'avance pas. Donc il faut faire attention de ne pas repousser une fois encore le délai alors que le dossier était éminemment important pour récupérer de l'argent. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Georges Patient pour le groupe La République En Marche. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Ministre, chers collègues. La fraude à la TVA est perçue comme un véritable enjeu public qui représente quelques 20 milliards de pertes de recettes pour le fisc français. Originaire d'un département d'outre-mer, j'ai voulu savoir si les départements et régions d'outre-mer qui font partie du territoire douanier de l'Union étaient eux aussi concernés par cette fraude. Je n'ai pu obtenir aucun renseignement, aucune donnée auprès des services des douanes sur ce sujet. À croire que la fraude à la TVA n'existerait pas dans les territoires d'outre-mer. Est-ce un fait vertueux ou est-ce dû au régime spécifique instauré pour les échanges entre l'Union et les départements et régions d'outre-mer? En effet, il est vrai que si la TVA est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, ces derniers sont toutefois, en raison de leur éloignement et de leur spécificité, considérés comme territoires d'exportation par rapport à la France métropolitaine et par rapport aux autres États membres de l'Union européenne. À ce titre, les formalités douanières sont maintenues dans leurs échanges avec l'UE, avec l'obligation de conserver les preuves de la réalité de l'exportation. Il convient tout de même de préciser que la TVA n'a pas été introduite ni à Mayotte, ni en Guyane, et que les collectivités d'outre-mer sont exclues du territoire fiscal de la TVA. Reste pendante la question de la TVA des ventes en ligne qui pullulent dans les outre-mer, aux grandes dames des commerces locaux. Dans ce domaine, il existe très certainement des cas de fraude explicite, produits sans facture ni TVA facturée aux clients, avantages qui concurrencent dangereusement, comme je l'ai dit, le commerce local. Aussi, Monsieur le Ministre, n'est-il pas venu le temps d'instaurer des règles justes et proportionnées également dans les DOM? Merci, Monsieur le Ministre. Oui, vous avez raison, Monsieur le Sénateur. À ceci près,
pardon de le dire, que le régime, il est effectivement pas uniforme sur le territoire national. Vous savez que la TVA ne s'applique pas partout sur le territoire d'outre-mer, vous l'avez dit vous-même, qu'il y a des taux différenciés selon ces territoires et que certains territoires touchent ou mettent en place l'octroi de mer. Et cet octroi de mer, il est perçu par les collectivités territoriales ultramarines. Donc s'il fallait appliquer la TVA absolument partout sur le territoire national, y compris sur les territoires ultramarins, nous aurions un certain nombre de discussions, puisque jusqu'à preuve du contraire, à l'exception du point que nous avons donné aux régions, il n'y a pas de recettes de TVA dans les collectivités locales. Mais enfin, ça nous renvoie sans doute à une discussion qu'on aura sur la fiscalité locale dans quelques mois désormais. Donc sur la cohérence de la politique fiscale du gouvernement et de l'histoire de notre pays, je n'y vois pas malice. Je crois que c'est un système qui fonctionne. Y a-t-il une fraude à cet octroi de mer ou à cette TVA différenciée? Sans doute. Bien sûr qu'il y a sans doute une fraude, puisque là où il y a un système, il y a forcément, où il y a de l'argent à faire, il y a forcément une fraude, il faut la limiter. Nous ne savons pas la fraude à la TVA au niveau national. Par définition, la fraude, c'est ce qui s'est caché. Nous avons une évaluation qui est faite par la Commission européenne, on la prend sérieusement. Est-ce que c'est 20 milliards, est-ce que c'est 18, est-ce que c'est 22 ? Bon, c'est une question difficile, mais enfin, on sait qu'il y a un montant de fraude important, puisque c'est un impôt important. Cependant, il faudra qu'on regarde plus précisément pour l'octroi de mer et pour la TVA, en lien avec les collectivités locales pour l'outre-mer, comment nous pouvons mettre en place ce paquet TVA dans le cadre du PLF, et je suis tout à fait à votre disposition pour le faire. En revanche, vous avez posé une deuxième question, qui est finalement la personne qui habiterait en Guyane ou à Mayotte et qui commanderait sur Internet un colis qui viendrait d'une plateforme chinoise, américaine, que sais-je, et qui ne jouerait pas le jeu de la fiscalité comme sur le territoire métropolitain, il n'y a aucune différence à avoir. Dans ces conditions, effectivement, nous pourrions imaginer, enfin en tout cas c'est la proposition que je vous fais, que cette TVA qui doit rentrer dans les caisses de l'État et qui par ailleurs garantit la solidarité nationale, si on fait payer à la source la plateforme, si on met en place ce name and shame, si on demande aux entrepôts logistiques de tenir un registre, si on fait de la facturation électronique, évidemment ça joue également pour les territoires ultramarins, quel que soit d'ailleurs le statut juridique de ces territoires ultramarins. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Patient, souhaitez-vous répliquer? Non. Très bien. La parole est maintenant à Monsieur Pascal Savoldelli pour le groupe CRCE. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, nous sommes ici tous conscients de la gangrène que représente la fraude à la TVA sur notre économie. Nous savons tous que des réseaux criminels s'en affranchissent, tandis que des petits artisans, des commerçants, des entrepreneurs contribuent, eux, en toute honnêteté. Nous savons tous que ces flux alimentent les pires trafics groupes criminels, qui peuvent aller jusqu'à financer des organisations terroristes. Face à ce mal qui attaque la première ressource financière de l'État, il faut une réponse adaptée, mais forte. Ces dernières années, les gouvernements successifs ont fait le choix de la judiciarisation renforcée de la lutte contre la fraude de la TVA. Et de plus en plus, en cas de doute, l'administration fiscale saisira le parquet. Pourtant, cette stratégie bute sur un obstacle majeur, l'insuffisance des moyens dévolus aux magistrats et aux juridictions pour remplir cette mission. Cette insuffisance de moyens est d'autant plus criante que les modus operandi de la fraude fiscale en général et de la fraude à la TVA en particulier ont évolué. Dans un référé de 2018, la Cour des comptes soulignait que seuls 30% des fraudes financières bénéficiaient d'une poursuite pénale. Le projet européen rassemblant 40 rédactions, The Grand Theft Europe, dans une étude fouillée, soulignait que le parquet national financier ne traitait qu'actuellement 54 affaires de fraude à la TVA. Son activité permettrait de s'attaquer à un total de 918 millions d'euros indûment détournés des caisses de l'État quand on estime à près de 20 milliards l'effet de la fraude TVA en France. Ces chiffres ne sont pas le résultat d'un manque d'implication des services répressifs et judiciaires. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail des agents sur le terrain. Ces chiffres sont la conséquence d'une désorganisation de nos services, d'une difficulté à orienter les affaires, et ils sont surtout le reflet d'un manque de moyens criant. Comment s'en étonner quand, vous me direz le contraire si je me trompe, mais les effectifs du parquet national financier sont restreints à 18 magistrats et 18 personnels d'appui. Ainsi, la première conséquence de ce manque de moyens est le faible nombre de dossiers effectivement traités. Deux conséquences sont ajoutées à ce manque de moyens, la lenteur des procédures d'une part, et la focalisation, comme le rappelait le syndicat de la magistrature, de la réponse judiciaire sur, je cite, des montants relativement modestes de l'ordre de 300 000 € en moyenne, conduit à évacuer les grands trafics internationaux en matière de TVA. Donc voilà, mes deux questions sont les suivantes. Quels moyens supplémentaires comptez-vous affecter à l'appareil judiciaire pour prendre toute la mesure de la fraude sur la TVA? Et la deuxième question, c'est face à la complexification des affaires, il faut le reconnaître, voilà, la chose n'est pas simple. Mais je vous avoue que pour le moment, je reste un peu sur ma faim sur les pistes de coopération judiciaire internationale évoquées ou non évoquées, Monsieur le Ministre. Donc merci pour vos réponses. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur. Je partage vos questions, vos constats. Je ne partage pas forcément les propositions qui consisteraient à dire qu'il faut toujours plus de moyens.
et notamment pour la justice. On a eu ce débat lors de la fin du verrou de Bercy ici. Nous constatons parfois, et on peut le regretter tous ensemble, que les magistrats qui sont indépendants et qui ne m'appartient pas de juger leur jugement, mais enfin, ce qui est proprement fiscal, sans lien avec du crime organisé, sans lien avec de la délinquance de droit commun, sans lien avec du trafic, connaît peu de condamnations et surtout peu de condamnations à la prison ferme. Et ça, c'est un sujet important. Alors, est-ce que ça tient aux services instructeurs et notamment au fait que la BNRDF ou les polices judiciaires ne sont pas spécialistes absolument parce que c'est très compliqué, vous l'avez dit vous-même, la fiscalité c'est un métier de spécialiste. C'est pour ça qu'on a créé la police fiscale, on l'a évoqué ici, on en tirera des conséquences. D'ailleurs le service d'enquête douanière a atteint de très belles affaires, condamnées d'ailleurs par la justice, parce que c'est des spécialistes qui y travaillent entre douaniers, entre agents du fisc. Donc on a une discussion autour de la justice, je ne suis pas sûr que ce soit une question de moyens. C'est aussi une question de moyens juridiques, pas de moyens humains. Aujourd'hui, nous proposerons peut-être dans le projet de loi de finances que les agents du fisc puissent être comme les douaniers, des gens qui peuvent faire des coups d'achat, puissent sous pseudonyme voir quels sont ceux qui ne payent pas la TVA, ce que font les douaniers lorsqu'ils luttent contre le tabac illicite par exemple. Les agents du fisc ne l'ont pas. On peut rajouter 300 agents du fisc si vous le souhaitez dans les services judiciaires. S'ils ne peuvent pas faire ça, ils ont un certain nombre de problèmes. L'un des grands problèmes, c'est qu'on ne pouvait pas sanctionner les plateformes qui étaient des complices de ceux qui ne payaient pas la TVA. Vous l'avez fait, notamment dans la loi fraude, vous avez accepté l'idée que nous puissions sanctionner les intermédiaires, comme les conseils véreux. Voilà. Et donc on le fera pour les plateformes qui ne jouent pas le jeu. Ça, on peut rajouter les moyens humains. Si on n'avait pas les moyens juridiques pour les condamner, ça ne servait pas à grand-chose. Et puis ce qui est très important dans la fraude à la TVA, c'est de repérer tout de suite les mauvais ou les faux numéros de TVA, numéros d'entreprise qui nous permettent de bloquer très vite les montants de fraude. Et ça, c'est pas une question simplement de moyens physiques. Il faut aussi qu'on ait les moyens matériels, informatiques, de détection et de bloquer très rapidement ces numéros délictueux. Donc il y a bien sûr un peu de moyens humains, mais il y a aussi beaucoup de moyens juridiques. On propose de les régler dans la loi fraude. Dans la loi du PLF, dans le projet de finance, qui aura une dimension fraude. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Madame Sophie Taillé-Polian pour le groupe socialiste et républicain. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis une trentaine d'années maintenant, les États de l'Union européenne coopèrent, mais le constat est toujours le même. On estime au total, et cela a déjà été dit, quelques 150 milliards d'euros qui ont été perdus et qui sont perdus chaque année. Quand on considère que le budget de la politique agricole commune c'est 58 milliards d'euros, on se rend compte de la dimension absolument gigantesque de ce problème. Donc l'Europe s'est dotée d'outils de lutte contre la fraude, et notamment la fraude à la TVA transfrontalière. On pense à l'unité de coordination de la lutte antifraude, créée en 88, qui est devenue en 99 l'Office européen de lutte antifraude, doté d'un pouvoir d'enquête indépendant. Le bilan d'activité de cet organisme coûte quand même 60 millions d'euros, est très intéressant parce que les enquêtes permettent d'identifier des fraudes qui font l'objet de recouvrements qui se chiffrent en milliards d'euros. Donc on voit que là, l'investissement en moyens est intéressant. Ces enquêtes administratives, cependant, se heurtaient à l'absence d'une instance juridique européenne et donc décision a été prise de créer le parquet européen qui sera opérationnel dans les 22 pays de l'Union qui ont décidé d'y participer car il s'agit d'une coopération renforcée. La Commission européenne est chargée de la mise en œuvre. Cependant, moi j'aimerais, Monsieur le Ministre, vous interroger sur le temps de mise en place de ce parquet européen. Est-ce que les choses se poursuivent correctement? Parce que quand même, on le voit bien, le temps presse. Et est-ce que vous pensez que tel qu'il est dimensionné aujourd'hui, il suffira à répondre à l'ampleur des problématiques qui sont portées? C'est une réponse qui nous semble la bonne. Cependant, est-ce que les choses vont assez vite? Et est-ce que ce sera bien mis en place en 2020? On parle de 2020, 2021. Le temps presse. Quelle est l'action de la France sur ce sujet et quand pourra-t-on le voir mis en place? Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Sénatrice, je pense que votre question est à réserver pour Madame la Garde des Sceaux. Je ne suis pas super spécialiste de la date à laquelle on va mettre en place ce parquet européen. Ce qui est certain, c'est que comme je l'ai évoqué à Monsieur Collin, comme je l'ai évoqué aux représentants du groupe des Républicains, comme je vous le dis à vous, la France considère que les choses sont un peu lentes. Il y a une différenciation assez importante entre la volonté de la Commission et des États et des peuples, vous l'avez tous dit, demandé par les peuples de lutter contre la fraude, d'avoir une coopération, parce que comme vous l'avez très bien dit, Monsieur le Sénateur, tout à l'heure, la fraude à la TVA, elle existe de façon aussi importante depuis la création du marché unique. Il y a une sorte de conséquence du marché unique, et puis en même temps,
la lenteur des décisions à l'unanimité ou de l'acceptation du fait qu'on mette en place un parquet européen ou des régulations européennes. Mais ce qui est certain, c'est qu'indépendamment du moment où la France va effectivement mettre la pression sur le Parlement européen, sur les États, sur la Commission européenne, sur la construction du parquet, sans vous pouvoir donner encore de date, je n'en ai pas la possibilité, la France peut avancer seule. Elle peut avancer seule très vite, et notamment en mettant en place, je le redis, des solutions qui consistent à lutter très fortement contre des fraudes très importantes à la TVA en mettant en place une sorte de TVA à la source. Et ça, ce sont des milliards d'euros. Des milliards d'euros. Je sais que le Parti communiste, j'ai souvent cette discussion avec M. Roussel à l'Assemblée nationale, de faire payer les entreprises à la source. On pourrait imaginer aussi de discuter. Moi, je suis prêt, je sais que l'administration fiscale y était depuis très longtemps rétive. Et puis, ça pose d'autres problèmes, mais la question de scinder la TVA. Faut-il imaginer que les banques jouent ce rôle de répartiteur entre ce qu'on doit donner à l'État directement et ce que l'entreprise doit avoir? Parce que dans les refacturations, les temps d'attente, il y a un moment propice à la fraude. Donc on doit avancer indépendamment de l'Europe, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre la pression sur les instances européennes pour avancer en même temps. On a beaucoup de choses à faire. Je rappelle que comme c'est un impôt très important, avec un impôt qui touche l'entreprise et le consommateur, il faut faire très attention, ce sera très technique. On m'a d'ailleurs proposé de faire des ordonnances. Je préfère les mettre en direct dans le PLF, ça sera un sujet très compliqué sans doute, mais très important et qui avancera, Madame la sénatrice, indépendamment de la vitesse peut-être un peu escargot parfois de nos instances européennes. Merci. Madame Taillé-Polian, non, vous ne souhaitez pas répliquer. Très bien. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Marc Gabouty pour le groupe RDSE. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues. Dans le cadre d'échanges transfrontaliers, on assiste à des fraudes à la TVA, notamment dénommées fraudes carrousel. Depuis une dizaine d'années, la stratégie de l'administration fiscale consiste à réprimer le comportement du fournisseur ou de l'acquéreur qui aurait traité sciemment avec des clients ou des vendeurs défaillants. Cette approche est tout à fait pertinente et permet d'avoir un effet dissuasif et de sanctionner tout acte de complicité avéré. Ces pratiques peuvent alors faire l'objet de redressements fiscaux, mais aussi de procédures pénales. Il s'agit là de procédures totalement indépendantes et qui ne posent pas de problème de principe si leurs résultats en termes de responsabilité sont convergents. Par contre, une entreprise dont l'absence de complicité a été reconnue et dont la responsabilité a été entièrement dégagée dans le cadre de la procédure pénale peut faire l'objet d'un redressement fiscal susceptible d'être maintenu, même si sa bonne foi a été reconnue au pénal, et ceci en particulier dans le cas où l'entreprise fraudeuse a disparu ou organisé son insolvabilité, l'administration fiscale se retournant vers celui vers lequel on peut se retourner parce qu'il a encore effectivement l'argent, même s'il n'a pas de complicité en la matière. Pour les entreprises donc se trouvant dans cette situation de double peine, parfois sur des sommes qu'elles n'ont même pas encaissées, ne serait-il pas indispensable de trouver un dispositif d'harmonisation des procédures afin d'éviter des dégâts collatéraux et injustes, le déploiement d'une stratégie d'implication des entreprises complices parfaitement justifiée ne doit-elle pas ne pas être mieux encadrée pour éviter de mettre parfois, c'est minoritaire mais ça existe, en difficulté des entreprises qui n'ont pas commis de fraude? Merci. Monsieur Darmanin, vous avez la parole. Merci Monsieur le Sénateur, merci d'avoir souligné l'efficacité des services fiscaux et de leur stratégie depuis un certain temps sur la TVA, malgré les trous dans la raquette que nous allons combler. Votre question est pleine de bon sens, c'est-à-dire justement vous avez voté une loi qui s'appelle la loi du droit à l'erreur, où la bonne foi est reconnue par nature. Le cas ici est au rendez-vous. Si vous avez des cas particuliers, moi je n'en connais pas évoqués comme vous le faites, mais ils existent sans doute, de gens qui n'ont pas participé à la fraude, dont on est certain qu'ils ne le font pas. En tout cas, qu'il n'y a aucun argument de l'administration pour dire qu'ils ont participé à la fraude, mais simplement on se retourne vers eux. N'hésitez pas à nous les faire savoir. Normalement, l'administration fiscale d'elle-même devrait considérer qu'ils n'ont pas à se retourner vers elle, mais si elle le faisait par habitude ou par volonté de pouvoir récupérer les sommes, ce qui est quand même assez légitime, c'est ce qu'on lui demande, mais en même temps peut-être un peu loin de la réalité des choses et que cette personne subit cette double peine que vous évoquez, faites-nous les remonter, évidemment. Cependant, dans votre introduction, vous sembliez évoquer le fait qu'il y avait des différences de décision entre les jurisprudences administratives et les jurisprudences du juge qui est pénal. Bon, c'est le même sujet que nous avons eu sur la fin du verrou de Bercy, où il n'y a pas primauté d'une juridiction sur l'autre, et c'est la difficulté de la cohérence entre ce que dit le juge administratif, qui est le juge de l'impôt,
qui est le juge de l'impôt. Et en même temps, de ce que dit le juge pénal, parce qu'on a tous envie, c'est bien normal, de pouvoir pénaliser les cols blancs, finalement, et de ceux qui considèrent que seuls ceux qui leur feraient peur, ce n'est pas une énième amende, mais c'est bien une peine de prison ou une peine pénale. Mais on voit bien qu'il y a une difficulté de coordination, parce qu'il n'y a pas une juridiction qui l'emporte sur l'autre. C'est le cas pour les particuliers pour le verrou de Bercy, avec la fin du verrou de Bercy, c'est le cas évidemment dans ce que vous évoquez. Alors il faut éviter de rentrer dans l'absurdité shadockienne, il faut respecter l'indépendance du juge administratif et respecter l'indépendance du juge judiciaire, du juge pénal, et en même temps il faut du bon sens dans l'application des jugements et finalement de ceux qui sont les acteurs de ce système. C'est la consigne qui est donnée à l'ensemble des administrations françaises et singulièrement l'administration fiscale, soulignée par la loi du droit à l'erreur. Si vous avez des cas particuliers, vous nous les faites remonter bien sûr. Monsieur le Président Gabouty, vous avez du temps si vous souhaitez répliquer. Non, je vous remercie, Monsieur le Ministre, mais effectivement, le contribuable ou le citoyen peut ne pas comprendre d'être effectivement totalement innocenté dans le cadre d'une procédure pénale engagée par l'État et d'être effectivement recherché en paiement dans le cadre d'un redressement fiscal. Et à ce moment-là, il est dépendant éventuellement de la solvabilité du fraudeur. Donc c'est quelque chose qui est effectivement, je dirais, assez ubuesque en réalité, mais l'indépendance des procédures pose quand même problème. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Michel Canevet pour l'Union centriste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues. Je voudrais tout d'abord remercier le groupe du Rassemblement démocratique, social et européen pour avoir organisé ce débat sur un sujet qui véritablement préoccupe le Sénat depuis de nombreux mois, si ce ne sont de nombreuses années. Et je suis très heureux que le ministre ait effectivement saisi le sujet là maintenant pour avancer, tant il est vrai que ces situations scandalisent l'opinion publique dans notre pays et plus que cela. Et à cet égard, je voudrais dire que le groupe de l'Union centriste, bien entendu, se félicite de la nomination de Nathalie Goulet dans son ensemble pour lutter aussi donner des pistes pour lutter contre la fraude sociale, ce qui est extrêmement important. Alors avant d'aborder très précisément la question de la fraude sur la TVA transfrontalière, je voudrais juste appeler l'attention du ministre sur la situation dans le Cognac, puisque la délégation sénatoriale aux entreprises se trouvait dans le Cognac, qui est un pays qui est fortement exportateur. Hein, la production du Cognac est fortement excédentaire pour la balance commerciale française, et jusqu'à présent, la filière bénéficiait d'une exonération de TVA sur les achats. Il semblerait que l'administration locale veuille remettre cela en cause. Et donc j'appelle l'attention du gouvernement sur le sujet parce que on a là une industrie qui est particulièrement intéressante pour l'économie de notre pays. Donc il conviendrait de ne pas altérer leur développement. Alors les deux questions que je voulais poser, Monsieur le Ministre, portaient d'une part sur, puisqu'il y a eu les élections européennes dimanche dernier, et donc nous en sommes maintenant à la mise en œuvre des orientations, est-ce que le gouvernement va véritablement porter un message sur la nécessité d'appréhender cette question de la lutte contre la TVA à l'échelle européenne, puisqu'on sait bien que cela dépasse les frontières nationales. Cela a été dit par de nombreux collègues. Vous l'avez dit aussi, Monsieur le Ministre. Donc il faut affirmer à Bruxelles, dès le départ, une volonté de lutter contre la fraude à la TVA, puisque on sait bien que ce sont particulièrement les relations internationales sur le sujet qui conduisent à des situations de fraude. Voilà, j'ai dépassé mon temps. Désolé. Merci, Monsieur le Ministre. Bon, d'abord, Monsieur le Sénateur, nous recevons les producteurs de cognac quand vous le souhaitez, bien sûr. D'autant qu'ils m'ont porté chance, puisque le premier déplacement sur la mise en place de l'impôt à la source était dans votre beau territoire, avec la mise en place dans une grande entreprise qui exporte énormément, plus de 98% me semble-t-il de sa production. Et la mise en place du prélèvement à la source s'est bien passée, en commençant par cognac. Alors évidemment, pour la TVA, il n'y a pas eu de volonté nationale de notre part, on les recevra s'ils ont un sujet, bien sûr, dites-le nous. Sur le point que vous évoquez et sur finalement notre coordination européenne et l'application désormais une fois ces élections passées, il faut attendre que la Commission s'installe, il faut que les chefs d'État se réunisent bien sûr. Et l'unanimité fiscale est un problème, on l'a répété plusieurs fois depuis tout à l'heure. Mais ce que fait la France, c'est qu'elle est en avant là. Elle est en avant sur la taxe GAFA. Nous ne sommes pas mis d'accord au niveau européen, donc la France donne l'exemple, et elle est en avant sur, grâce à vous en partie, elle est en avant sur ce qu'on va vous proposer sur la lutte contre la fraude à la TVA, à ceci près que nous avons plus de moyens que la taxe GAFA encore pour récupérer les recettes qui doivent être légitimement dans notre budget.
Et je voudrais, puisqu'il me reste quelques secondes, Monsieur le Sénateur, souligner à quel point la proposition que le gouvernement vous fait, et qui sera sans doute à rectifier, est innovante pour l'administration fiscale, pour les entreprises, qui va demander une exécution assez rapide, puisqu'on propose pour l'année prochaine, de vraiment cette TVA à la source. Et que cette plateforme étrangère sur laquelle une partie peut-être de nos compatriotes consomment, parce que nos compatriotes sont à la fois ceux qui sont scandalisés par l'optimisation fiscale et la fraude fiscale et consomment sur ces plateformes. Donc nous avons parfois chacun à résoudre des petits problèmes de cohérence, mais on va les aider tous ensemble et nous allons nous aider tous à régler nos problèmes de cohérence. Le fait que nous allons pouvoir lutter contre ces plateformes qui n'affichent pas le prix TVA, on ne sait pas qui est le vendeur quand le colis arrive dans les grands centres logistiques, et qu'une fois qu'ils sont livrés, effectivement aucune fiscalité n'a été payée, alors que nous en consommons des millions de colis. Je pense que ça va vraiment révolutionner notre façon, bien sûr, d'acheter, de voir à quel point nous devons rendre à notre compétitivité française des armes fiscales égales aux autres, et puis par ailleurs de mettre quelques milliards d'euros. Je crois qu'en Italie, on compte à 2,8 à 3 milliards d'euros les montants, puisqu'ils ont mis en place un système à peu près similaire de ce que nous vous proposons. Je crois que 3 milliards d'euros, par exemple, dans les caisses de l'État, dans le budget 2021, ce ne serait pas si mal, sans augmenter les impôts, simplement en luttant contre la fraude. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Madame Pascale Gruny pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chaque année, des milliards d'euros de TVA finissent dans les poches des fraudeurs, des criminels, voire même des terroristes, qui exploitent les failles des circuits de collecte transfrontalières. L'Europe de la fraude est bel et bien une réalité. Et puisque cette fraude est désormais européenne, la répression doit être européenne. C'est tout le sens du futur parquet européen qui devrait commencer ses activités fin 2020, début 2021, qui aura pour mission de lutter contre la grande criminalité transfrontalière, dont la fraude à la TVA. Sa mise en place et l'exercice de ces activités soulèvent des questions nombreuses et complexes en matière de budget, d'indépendance ou encore de compétences. Pour le moment, la forme retenue abandonne l'idée d'un parquet fédéral pour lui préférer une structure hybride à la fois centrale et décentralisée afin de respecter les traditions et les ordres juridiques internes. Concrètement, le procureur européen pourra déclencher les poursuites et mener lui-même l'enquête, mais les personnes poursuivies seront déférées devant les juridictions nationales et non devant la Cour de justice européenne. Dans la mesure où il s'agit d'une compétence partagée, l'articulation avec le droit interne devra être précisément définie. En France, une collaboration étroite sera nécessaire avec le parquet national financier et les juridictions interrégionales spécialisées. Dès lors, Monsieur le Ministre, ma question est double. Quelle ambition la France entend-elle donner à ce futur parquet européen et plus précisément en matière de lutte contre la fraude à la TVA transfrontalière? Et comment le gouvernement envisage-t-il la coordination entre les services nationaux compétents en la matière et le parquet européen? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, merci. Comme je l'ai dit à votre collègue sénatrice du groupe socialiste, Madame la sénatrice, c'est une question qui doit s'adresser à Madame la garde des Sceaux pour la coordination de la justice. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que ministre des Comptes publics, j'ai, en lien d'ailleurs avec les assemblées parlementaires, travaillé sur remettre la justice au cœur de la lutte contre la politique, au cœur contre la fraude fiscale. Et bien sûr, il y a une part administrative avec les difficultés qu'on a évoquées à l'instant, et puis il y a une part très importante pénale désormais, c'est juste pour les entreprises comme pour les particuliers, d'avoir des condamnations pénales. Et puis lorsque les sujets sont européens, d'avoir une réponse européenne. Mon ministère y est habitué, et les douanes travaillent de manière européenne par nature et par construction. Donc nous devons accompagner ce parquet européen. Je rappelle que si c'est un sujet européen et de fraude européenne, la recette est normalement dans les caisses de l'État français. Et que la France ne peut pas se désintéresser non plus, elle doit bien, comme vous l'avez dit vous-même, se coordonner. Je dis d'autant plus que la fraude étant, surtout les grandes fraudes, utilisant à la fois nos frontières et les trous dans nos raquettes du marché commun, elle passe ces frontières assez facilement, et les montages et démontages des grands fraudeurs sont des grandes fraudes communautaires, voire internationales. Et surtout que le crime organisé est lui aussi international. Donc il y a un lien très important à faire avec ce parquet, mais aussi avec les renseignements de chaque pays. Donc j'ai confiance. Le sujet n'est pas tellement la coordination et le problème de la coordination qu'on va avoir avec le parquet européen, mais quand est-ce qu'il se fera vraiment, sera vraiment au rendez-vous? C'est la question que posait votre collègue socialiste. Je propose que vous, comme Madame la sénatrice, puissiez interpeller Madame Belloubet, et je lui ferai part de vos interrogations. Merci Madame Gruny. Vous avez quelques secondes pour répliquer si vous le souhaitez.
Oui, merci Madame la Présidente. Donc j'entends bien qu'effectivement c'est plutôt un sujet justice, mais je pense que de toute façon il faut mettre toute la coordination possible à tout niveau. Vous avez dit tout à l'heure en fait que les différences de taux pouvaient accentuer effectivement la fraude, mais c'est la même chose sur tous les textes en fait. Et après au niveau des juridictions, on a des interprétations déjà très diverses, mais en plus le traitement n'est pas le même partout. Donc on souhaite vraiment de la coordination à tout niveau. Merci beaucoup. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Vincent Eblé pour le groupe socialiste et républicain. Très bon sujet retenu par nos collègues du groupe RDSE, je les en remercie, qui mobilisent largement, au-delà d'ailleurs des membres de la Commission des Finances, cet après-midi dans l'hémicycle, et c'est tout à fait heureux. Néanmoins, nous sommes nombreux et un certain nombre de sujets, j'interviens comme 10e en prise de parole, ont déjà été évoqués. Pour ma part, je voudrais, au-delà des fraudes de type carrousel, qui ont été évoquées par exemple par Jean-Marc Gabouty, parler du problème concentré sur la TVA dû par les vendeurs, en particulier étrangers, présents sur les plateformes en ligne. Sujet qu'évoquait tout à l'heure Jean-François Husson. À plusieurs reprises, la Commission des Finances a mis en évidence dans ses travaux l'ampleur de la fraude de cette nature, notamment dans le cadre des conclusions de son groupe de travail sur la fiscalité et le recouvrement de l'impôt à l'heure du numérique. Ce groupe de travail avait déjà formulé en septembre 2015, donc 4 ans, une série de propositions destinées à assurer les conditions du paiement de la TVA lors des transactions effectuées sur ces plateformes. Le plan d'action de la Commission européenne concernant la TVA en matière électronique a été adopté par le Conseil en décembre 2017. Il a certes reconnu l'ampleur du problème, mais il n'a pas apporté une réponse, semble-t-il, suffisante aux difficultés rencontrées en la matière. C'est pour cette raison que le Sénat a été à l'origine de l'ajout dans la loi relative à la lutte contre la fraude de l'article 11, dont l'objet est d'apporter une réponse à hauteur des enjeux en introduisant une responsabilité solidaire des plateformes en ligne pour le paiement de la TVA due par les vendeurs qui exercent leur activité, dans le cas où la plateforme n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la régularisation des vendeurs qui lui auraient été formellement signalés par l'administration fiscale. Cette disposition s'inspire directement de mesures mises en place au Royaume-Uni. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous éclairer sur la façon dont l'administration fiscale prépare, en lien avec les acteurs concernés, la mise en œuvre de cette responsabilité solidaire qui entrera en vigueur au 1er janvier prochain. De plus, la directive du 5 décembre 2017 a créé un régime particulier pour les ventes à distance de biens importés de pays tiers d'une valeur maximale de 150 €. Ce régime particulier entre en vigueur lui aussi le 1er janvier 2021, un an plus tard. La responsabilité de la collecte de la TVA au client final reposera pour ces envois sur la plateforme électronique ayant facilité la transaction. Mais qu'en est-il pour les envois d'une valeur supérieure à 150 €? Pouvez-vous nous présenter, Monsieur le ministre, les intentions du gouvernement sur ce point particulier? Merci, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Sur la deuxième question que vous évoquez, je pense y avoir répondu, mais je le répète bien volontiers. La directive européenne nous dit moins de 150 € à partir de 2021. Nous, on vous dit tout pour 2020. Donc, on va y travailler et on va y travailler au PLF. Voilà, donc je pense que ça répond très clairement à votre question. On va surtransposer dans le bon sens, me semble-t-il. Par ailleurs, vous posez la question finalement de l'application de votre sous-amendement, me semble-t-il, que vous aviez posé au PLF sur la solidarité des plateformes. Hein. Donc, vous l'avez bien même rappelé, la loi prévoit que c'est au 1er janvier 2020, on a encore un petit peu de temps, le décret d'application, l'arrêté d'application est en train d'être concerté notamment avec l'Union européenne. Je pense pouvoir m'engager pour que le 1er août, Monsieur le Président, cet arrêté soit publié. On pourrait peut-être vous le faire parvenir, et sinon que pour le PLF, en tout cas, tout état de cause, vous connaissiez exactement les modalités d'application décidées par le gouvernement de l'amendement que vous avez fait adopter dans le projet de loi que nous vous avons présenté, puisque nous consiste à évoquer de la date du 1er janvier 2020. Tout sera prêt, évidemment. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Marc Laménie pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, et merci à nos collègues du groupe RDSE de ce débat qui est particulièrement aussi d'un enjeu particulièrement important en termes de finances publiques. Alors ma question
est double. Et à l'initiative, il y a quelque temps, du président de la Commission des Finances, du rapporteur général, nous avions organisé à l'aéroport Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle, une visite intéressante pour mesurer l'ampleur de la fraude, en quelque sorte, et l'importance aussi des services de l'État, la direction des douanes en particulier, l'administration des douanes, et en partenariat avec aussi la Poste, les grands services, et on avait pu mesurer l'ampleur de la tâche et la lutte notamment contre la contrefaçon. Par ailleurs, étant élu d'un département frontalier, le département des Ardennes, Monsieur le ministre, vous connaissez bien la problématique des départements frontaliers. Je voudrais aussi me permettre de vous interroger concernant la situation des buralistes, qui n'est pas simple. Et c'est vrai pour le problème du tabac qui est acheté en Belgique en particulier. Et puis je prends aussi l'exemple d'une autre activité. On pourrait malheureusement multiplier les exemples. C'est le carburant. Qui est acheté en Belgique, voire le Luxembourg, qui n'est pas loin non plus de notre frontière. Donc, je dirais, quelles mesures prendre pour lutter, je dirais, contre toutes ces méthodes, il faut le dire, et puis aussi essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'on a une idée aussi en termes de masse financière, malheureusement, qui ne rentre pas dans les caisses de l'État? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, monsieur le sénateur, votre question est large, parce que de la TVA, on est passé aux buralistes et des buralistes au tabac et du tabac en Belgique. Mais votre question est intéressante. Finalement, c'est la différence de fiscalité dans un même ensemble qu'est l'Union européenne. La difficulté, c'est que le prix du tabac, vous le savez bien, c'est une souveraineté par la fiscalité qui est effectivement celle fixée par chacun des pays. Le seul pays qui avait un prix du tabac supérieur au nôtre était la Grande-Bretagne, et puis ils choisissent de partir, donc nous sommes les derniers. Et tant mieux, parce que nous avons une politique de lutte contre le tabagisme très importante, dont je rappelle qu'un quart seulement des recettes fiscales ne couvrent que les 3/4 des cancers qui naissent de l'activité des fumeurs. Et donc quand on dit que le gouvernement augmente les prix du tabac pour se remplir les caisses, en fait, quand on fume, on ne paye qu'un quart des futures maladies que la sécurité sociale et que finalement l'État va garantir, et c'est bien normal auprès de ceux qui consomment du tabac. Donc il y a plusieurs politiques qui ont été menées de lutte contre le tabagisme, à la fois de la prévention. Il y a une augmentation, vous l'avez vu, des substituts nicotiniques très importants dans ces derniers temps. 1,6 million, ça a été les chiffres donnés par des observatoires de fumeurs en moins depuis 2 ans. Mais la politique très importante de lutte contre le tabagisme faite par ce gouvernement a été suivie par le gouvernement précédent. Je pense au paquet neutre, notamment l'augmentation de fiscalité, puis le gouvernement de Jacques Chirac avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics et l'augmentation également du prix du tabac. Et ce que nous défendons, monsieur le sénateur, c'est effectivement l'absurdité de voir, vous connaissez ça dans les Ardennes et je connais ça dans le Nord, de voir traverser très rapidement une frontière qui n'en est pas une et puis d'acheter moins cher. Et les buralistes, très légitimement, se disent que c'est une politique, en tout cas dans les frontières, et des frontières qui existent de moins en moins, parce que les frontières numériques, désormais, avec les envois de paquets de tabac par Internet, font que désormais partout c'est la frontière et partout c'est nulle part la frontière, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les douanes changent leurs habitudes, on change les brigades, on change la façon de contrôler, et que parfois contrôler Chili-Mazarin et les paquets de colis c'est plus important, ou aussi important qu'une frontière comme les Ardennes ou le Nord. Nous défendons l'idée que le tabac n'est pas un sujet de fiscalité, mais c'est un sujet de santé publique, et qu'à ce titre, la Commission européenne, les États, le Parlement européen doit avoir un prix unique du tabac, au nom, non pas de la fiscalité, mais au nom de la santé publique. La Commission européenne l'a fait sur plusieurs grands sujets de santé publique, elle doit le faire désormais. C'est notamment ce que défendaient les députés européens qui concouraient sur la liste soutenue par le président de la République et par la majorité. J'espère que tous les parlementaires européens le feront dans la prochaine commission et dans le prochain Parlement européen. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Alain Durand. Oh, pardon, Monsieur Lamini, vous souhaitez répliquer? Vous avez un petit peu de temps. Pardon. Très peu de temps, mais merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. On sait que le combat est particulièrement important, que la tâche reste immense, mais je crois qu'il faut croire, grâce à l'ensemble aussi des services et le concours de tous les États. Je vous remercie. Merci. Alors, Monsieur Alain Durand, vous avez maintenant la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances. Comme l'ont rappelé les orateurs précédents, les mécanismes de fraude à la TVA transfrontalière obèrent chaque année de plusieurs dizaines de milliards d'euros les finances publiques françaises. Or,
Nous devons défendre une fiscalité équitable où chacun participe à l'effort contributif à juste proportion de ses capacités. C'est là le fondement même de l'État social. Le mouvement des Gilets jaunes a révélé au grand jour ce sentiment d'injustice, Monsieur le ministre, qui couvait depuis de longues années parmi certains de nos administrés. Lassés de voir certainement des alchimistes du chiffre transformer discrètement mais efficacement l'optimisation fiscale en évasion fiscale, ces citoyens ont souhaité exprimer avec plus ou moins d'habileté leur crainte de voir le pacte social dévoyé par ces pratiques qui nuisent à tous. La fraude à la TVA transfrontalière, cela coûte des centaines d'euros par an à chaque Français. Je vais parler de mon département, l'Ariège, qui est frontalier de l'Espagne et de l'Andorre et qui est particulièrement confronté aux problématiques induites par les variations de taux de TVA entre les pays voisins. Je prendrai l'exemple du taux unique de TVA à 4,5% qu'appliquent les Andorrans, soit pour le taux normal 3,5 points de moins que la Suisse et 13,5 points de moins que le Luxembourg, qui est l'État membre de l'UE au taux normal le plus faible. Ce taux unique, qui est inférieur au taux réduit appliqué en France et dans la plupart des États de l'Union européenne, affecte l'activité des entreprises transfrontalières exerçant dans certains secteurs d'activité de l'économie réelle. La TVA, qui était un impôt moderne lors de sa création, n'est pas parvenue à appréhender les évolutions induites par la dématérialisation des flux économiques ou par l'évolution des modes de consommation que vous avez rappelés. Monsieur le ministre, alors que Bernard Cazeneuve avait proposé à l'hiver 2017 la possibilité de mettre en place des aménagements fiscaux pour ces zones frontalières, comme les Hauts-de-France ou la Lorraine, quelles mesures entendez-vous prendre afin de lutter contre le dumping fiscal pratiqué par des pays voisins non membres de l'Union européenne, que j'ai cités, en matière de TVA? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le sénateur, alors c'est vrai que c'est le fait de parler 12e, sans doute, mais on a déjà en grande partie répondu à vos questions. D'abord, c'est vrai qu'il faut moderniser cet impôt qui est ancien des années 50, qui a été copié, qui rapporte des recettes et des recettes importantes. C'est le premier impôt qui rapporte le plus de recettes dans les caisses de l'État. Évidemment, c'est une réponse communautaire à l'intérieur du marché commun, communautaire à l'extérieur du marché commun, et nous devons y travailler, bien évidemment. Je ne partage pas cependant tout à fait votre opinion du fait que la TVA est devenue un impôt qui ne s'est pas adapté et dont la fraude pourrait naître des différences d'optimisation entre les pays et parfois optimisation agressive. C'est le cas malheureusement de tous les impôts. Si nous aurions une discussion ici sur les prix de transfert, sur l'impôt sur les sociétés, on pourrait se dire qu'il y a des montages, que les échanges, que le marché électronique, bousculent notre fiscalité. Et c'est vrai que notre fiscalité s'est pas aussi vite adaptée que le monde moderne des consommations et de la vie entrepreneuriale. Nous avons deux grands défis dans la fiscalité, indépendamment du fait qu'elle soit juste ou pas juste et indépendamment de nos opinions politiques. Le défi de la fiscalité écologique et le défi de la fiscalité numérique. Et la création de richesse, elle est désormais en grande partie, pas que, mais en grande partie numérique et fondée, ce qui est encore plus compliqué sans doute pour les territoires que vous évoquez, que je connais bien, mais étant de l'autre côté, je n'ai pas Andorre, mais j'ai la Belgique, fondée sur des échanges d'hommes, de personnes, et singulièrement logistique. Aujourd'hui, la grande partie de l'économie, c'est aussi de la logistique, et comment on taxe ces flux logistiques, c'est un point très important sur lequel les gouvernements sont confrontés. Donc oui, une réponse européenne qui doit s'adapter à la question de l'intérieur de nos frontières, à la question de l'extérieur de nos frontières, et c'est toute la difficulté d'avoir un système douanier européen, des contrôles aux frontières européennes, pas simplement pour les hommes, pour les migrations, mais aussi pour les marchandises, et puis effectivement une adaptation à l'ère nouvelle. Où est la création de richesse? Comment on peut tricher? Parce qu'il y a des gros tricheurs et il faut les attraper. Souvent, la voiture du gendarme ne roule pas assez vite que la voiture des voleurs. Donc tout le travail du ministère de l'Intérieur, c'est acheter des voitures qui roulent aussi vite que celles des voleurs. Il faut faire la même chose en fiscalité. C'est pour ça que nous vous proposons ces évolutions. Merci Monsieur Durand. Vous avez un peu de temps pour répondre? Oui, mais Monsieur le ministre, je voulais surtout parler de ce phénomène du fait d'être transfrontalier, d'être proche de la frontière. Alors c'est vrai que le phénomène est difficilement mesurable, mais il est présent. Et c'est certainement une concurrence déloyale pour nos entreprises, en tout cas qui travaillent et qui sont à proximité. Le mal existe et je crois que, je vous remercie en tout cas de votre réponse, mais mérite toute notre attention parce qu'on met en difficulté des entreprises et même certaines en grand danger. Merci. La parole est maintenant à Madame Marie-Christine Chauvin pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je m'associe bien sûr à ce que mes collègues ont rappelé sur l'importance du problème de la fraude à la TVA transfrontalière. Je ne reviendrai pas sur le mécanisme complexe de cette fraude.
La perte est de 147 milliards d'euros pour l'Union européenne, c'est-à-dire 30 fois les recettes attendues par une éventuelle taxe GAFA. Cet écart de TVA a diminué dans une large majorité des États membres. Ainsi, la Suède et la Croatie ne perdent que 1% de leurs recettes théoriques. En France, l'écart est de 12% et a même augmenté d'1 milliard d'euros pour se porter à environ 21 milliards. Alors que nos déficits budgétaires sont abyssaux et récurrents, que l'État s'évertue à trouver des difficiles économies et au final augmente les impôts des Français, cet écart de TVA serait mieux dans les caisses de l'État. Hélas, cette fraude dure depuis de nombreuses années. Les conséquences ne sont pas seulement financières. Dans le Jura, nombre d'entreprises travaillent en import-export. Certaines ont été victimes de ces pratiques frauduleuses. Ces malversations peuvent nuire à l'image de nos petites et moyennes entreprises, exportatrices et vertueuses. Ceci doit être pris en considération. La solution n'est pas qu'au niveau de l'Union européenne, dont les décisions en matière fiscale butent sur la règle de l'unanimité. La lutte la plus efficace reste au niveau des États. Les progrès technologiques offrent de nouvelles opportunités pour le contrôle. Ils doivent être complétés par une indispensable réforme de la fiscalité à la TVA. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à développer des moyens informatiques performants, à revoir les modalités d'encaissement de la TVA et à sanctionner plus fortement les fraudeurs? Êtes-vous prêt à l'avenir à avancer au même rythme que les autres pays européens? Envisagez-vous une réforme efficace contre la fraude fiscale? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez 2 minutes. Oui, j'utiliserai moi, Madame la Présidente, si vous me le permettez, et pas par non-respect de Madame la sénatrice et de sa question, mais je crois y avoir répondu nombreuses fois. Mais je vais peut-être le redire, évidemment, parce que le souci qui est le vôtre est partagé par le gouvernement. Et je remercie encore une fois le groupe RDSE d'avoir permis ce débat. Au projet de loi de finances que je présenterai au nom du gouvernement au mois de septembre, il y aura 2 grands sujets de fiscalité. Le règlement de la fiscalité locale, ça vous intéressera, j'imagine, bien sûr, tout ici. Et puis la lutte contre la fraude et singulièrement la TVA, dont j'ai dit à quel point nous manquons peut-être d'outils juridiques. Alors, c'est comment on fait l'impôt à la source pour la TVA dans les plateformes étrangères, comment on oblige, comme en Grande-Bretagne, que les entrepôts logistiques connaissent l'intégralité de qui sont les vendeurs des millions de colis qui arrivent sur notre territoire national du fait de la mondialisation, comment on fait en Italie, en Espagne, au Portugal, ce sont les pays du Sud qui devaient lutter contre un marché caché, et qui avait une fraude à la TVA, mis en place des systèmes informatiques, les discussions autour effectivement de la sanction, de l'achat caché par les agents de la DGFiP, par les achats sous pseudonyme, par la condamnation de ceux qui sont des opérateurs qui pourraient être considérés comme en lien avec ceux qui cachent l'argent et qui ne le reversent pas. Donc c'est effectivement une révolution fiscale que nous proposons au projet de loi de finances autour de la TVA, et puis étudier des choses qui vont même un peu plus loin, notamment la question de la TVA scindée. Est-ce que c'est à la banque de donner directement à l'État l'argent et reverser à l'entreprise le net, pardon de le dire ainsi, plutôt que pour l'entreprise de calculer avec ou sans TVA. Ça tient aussi, Madame la sénatrice, je le redis une nouvelle fois, à la simplicité de notre fiscalité. Plus vous multiplierez les taux de TVA réduits, plus on fera des niches tous ensemble, plus la fraude, elle va là où c'est pas clair. Alors, le montant que vous évoquez, c'est pas qu'un montant de fraude à TVA, c'est parfois des entreprises qui se trompent de bon gré. On m'a raconté cette anecdote lorsque j'étais jeune élu de la TVA quiche chaude et la TVA quiche froide. Selon les produits que nous travaillons ici en fiscalité, nous créons tous collectivement des monstres un peu fiscaux où il faut beaucoup de compréhension pour pouvoir donner la bonne fiscalité et la bonne application, la bonne lutte contre la fraude. Et je pense que la simplicité de la loi votée par le Parlement et présentée par le gouvernement aidera aussi beaucoup à ne pas se tromper. Madame Chauvin, souhaitez-vous répliquer ? Je vous remercie de votre réponse, Monsieur le ministre, et de celle que vous avez pu donner dans le courant de l'après-midi, évidemment. Et certes, les mesures que vous décrivez vont dans le bon sens, bien sûr pour les entreprises jurassiennes, donc pour l'ensemble des entreprises de la France. Toutefois, hélas, nous avons beaucoup de retard et cette perte pour la caisse de l'État retombe sur le contribuable français. Alors, à l'heure où nos compatriotes demandent plus de justice fiscale, il est extrêmement important de leur envoyer des messages forts. La lutte contre cette fraude y prend toute son importance. Donc, Monsieur le ministre, je me permets de vous dire, il est vraiment urgent d'agir. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Yves Boulou pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
La lutte contre la fraude doit être une priorité pour des raisons morales et de justice d'abord, et pour les pertes qu'elle représente pour nos finances publiques. Si l'on retient les chiffres de la Commission européenne, déjà cités d'ailleurs, l'écart de TVA annuel dû à la fraude de l'évasion fiscale représente pour l'ensemble de l'Union européenne plus de 147 milliards d'euros. S'agissant de la lutte contre la fraude à la TVA transfrontalière, je relève 3 problématiques particulières. Premièrement, il s'agit d'un problème commun européen à dimension variable selon les États membres et relevant de leurs responsabilités. Deuxièmement, le nouvel outil à la disposition des États depuis le 2 octobre dernier pour lutter contre la fraude à la TVA, le mécanisme d'auto-liquidation, ne peut être appliqué par la France compte tenu des critères stricts de mise en œuvre de ce mécanisme dérogatoire et temporaire. L'écart de TVA en France n'est que de 12,3% du total des recettes de TVA attendues. Or, il faut un seuil de 25% de l'écart de TVA dû à la fraude carrousel. Troisièmement, la lutte contre cette fraude s'insère dans la problématique plus large de la fraude à la TVA et plus largement encore de la fraude et de l'évasion fiscale ou de la fraude tout court, avec des causes multiples, les erreurs de calcul, les faillites, les cas d'insolvabilité et des enjeux multiples. Monsieur le ministre, vous venez d'annoncer que Bercy souhaite renforcer la lutte contre la fraude à la TVA. Je vous en félicite. Ma question est double. Est-ce que la problématique de la fraude à la TVA transfrontalière justifie des mesures et méthodes spécifiques au-delà des dispositions usuelles? Et deuxièmement, est-ce que la nature des dispositifs envisagés, quelle en est la nature donc, et avez-vous évalué leur coût pour les finances publiques d'une part, pour les entreprises d'autre part? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Oui, le gouvernement, Monsieur le Sénateur, propose un véritable arsenal de lutte contre la TVA fraudée, parce que ces montants sont importants, vous les avez rappelés, parce qu'on joue du marché commun pour faire d'une fraude intra-communautaire. Le montant est évalué à 20 milliards de manque à gagner pour les caisses de l'État selon la Commission européenne, l'équivalent de 12% de nos recettes fiscales qui nous manquent. La moyenne pour l'Union européenne, c'est 13%. Vous voyez qu'on fait moins bien ou aussi bien que les autres, pardon de le dire ainsi. Plusieurs pays ont mis en place des systèmes de lutte contre la fraude à la TVA, le système anglais, le système italien, le système espagnol. Et nous inspirons de tous ces systèmes qui fonctionnent pour l'appliquer évidemment sur le territoire national dès l'année prochaine. Le montant de la fraude exact, je ne peux vous le dire. D'ailleurs, nous avons commandé, c'est très difficile de savoir quel est le montant de la fraude, parce que par définition, elle est cachée. Le président de la République, dans ses annonces post-grand débat, vous avez vu, a demandé au premier président de la Cour des comptes de présenter au président de la République, au gouvernement et au Parlement un rapport qui expliquera le mieux possible quelle est la fraude, les montages, les impôts les plus fraudés, et qui nous sera rendu avant la discussion du projet de loi de finances. C'est-à-dire que nous aurons tous, je crois, un montant de fraude réaliste. Parce que j'entends beaucoup de chiffres et j'entends beaucoup de gens qui nous disent oui, il y a de la fraude et il suffit de lutter contre la fraude pour ne pas faire d'efforts dans notre politique économique. Ce n'est pas ce que vous avez dit, mais ça nous permettra d'objectiver un certain nombre de choses, effectivement, y compris d'ailleurs dans la lutte contre la TVA. Je le dis ici et je l'ai redit tout à l'heure à la tribune. Bien sûr, l'évasion fiscale est importante et doit être condamnée parce que moralement, elle nous met à tous un coup de poignard dans le pacte républicain. Mais la fraude à la TVA, qui ne paraît pas forcément évidente et qui ne fait pas la une des journaux, c'est des montants très importants, peut-être plus importants encore que la fraude à l'évasion fiscale telle que classiquement nous y pensons. Donc c'est un point très important. Je remercie encore une fois le groupe RDSE de nous permettre de défricher le débat avant le projet de loi de finances. Merci. Monsieur Poulou, vous avez quelques secondes pour répliquer si vous le souhaitez. Juste quelques secondes pour remercier le ministre pour sa réponse. Merci. La parole est maintenant à monsieur Daniel Gremillet pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Casse du siècle, arnaque au carbone, escroquerie de la mafia du CO2, la fraude à la TVA sur les quotas carbone révélée en décembre 2009 par l'Europol a fait l'objet de nombreuses qualifications. La combine était pourtant simple, des fraudeurs achetaient des quotas de CO2, hors taxe en passant par des sociétés basées à l'étranger, pour les revendre en France à un prix incluant la TVA, une TVA collectée mais jamais reversée à l'État français. Fruit de la délinquance financière, l'affaire a provoqué une véritable onde de choc, et pour cause, au-delà des sommes d'argent concernées et du préjudice financier pour les États et la collectivité, dont on peut rappeler qu'il a été de l'ordre de 1,6 milliard d'euros pour le budget français, 5 milliards pour l'Union européenne,
Cette vaste escroquerie a eu une résonance particulière dès lors qu'elle révélait les failles d'un système qui avait érigé les vertus en axe constitutif. Inciter les entreprises les plus polluantes à réduire les émissions sous peine d'être sanctionnées financièrement. On le sait, la fraude à la TVA sur les quotas carbone a été favorisée par le côté immatériel des transactions et par la vitesse de rotation des quotas, et aussi par le peu de contrôle exercé sur le marché qui a failli, et bien sûr les abus. Plus dérangeant encore, la fraude s'est produite sur une politique centrale de l'Union en matière de lutte contre le changement climatique qui n'aurait précisément dû souffrir d'aucune approximation si l'on voulait satisfaire à son objectif d'exemplarité. La fraude à la TVA n'a pas seulement lésé les finances publiques, elle a également porté préjudice à la politique climatique dans son ensemble et pénalisé les entreprises. La question de la pérennité de cette mesure reste entière. Est-ce que le temporaire va devenir permanent? Quelle est la position du gouvernement en la matière? Comment la France entend-elle articuler cette réforme de la TVA avec celle des quotas CO2 qui doit entrer en vigueur d'ici 2021? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le sénateur, peut-être faudrait-il qu'on puisse se rencontrer avec les services, parce que je n'ai pas bien compris votre question, si ce n'est que la fraude au quota que vous évoquez n'est plus de vigueur. Il n'y a plus de TVA sur les quotas carbone. Donc on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Ce qui est certain, c'est qu'on a connu une autre fraude qui est celle des certificats, qui était une fraude très importante, qu'on a repérée avec Tracfin, avec le service de M. Nicolas Hulot jadis, et puis les services de la DGFiP. On a mis en place une politique fiscale particulière de lutte contre ces fraudes, qui étaient des fraudes très importantes, hein, qui pouvaient s'apparenter effectivement à de l'argent recyclé différemment. Voilà, et on en tirera sans doute des conclusions après cette politique fiscale menée par la DGFiP et par le ministère de la Transition énergétique. Mais en ce qui concerne le carbone, ce n'est plus le cas. Ça a été le cas, et comme dirait Fernand Reynaud, ça n'est plus le cas. Donc je voudrais ainsi vous rassurer. Ce qui est certain, c'est que les politiques que nous mettons en place, on s'éloigne un petit peu du sujet de la TVA, mais les politiques que nous mettons en place, notamment en matière de niche fiscale ou de transition écologique, peuvent permettre aussi un certain nombre de passagers clandestins qui peuvent utiliser la bonne foi des politiques publiques et des entrepreneurs, voire des personnes qui commandent ce genre de travaux ou de politiques de transition et d'aménagement. Et des fraudes peuvent naître évidemment de toute incitation fiscale. Ça, c'est un point et qu'il nous faut particulièrement souligner. Plus l'incitation fiscale est généreuse, plus évidemment ceux qui sont mal intentionnés s'y engouffrent. Donc ce n'est plus le cas pour les quotas et par absence de TVA. Et pour les certificats, nous avons mis en place, je crois, une réaction très forte qui donnera, je crois, des recettes supplémentaires dans les caisses de l'État que vous constaterez dans les prochaines lois de règlement. Et voilà pour ce débat sur la fraude à la TVA. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a présenté aux sénateurs les mesures pour lutter contre cette fraude qui se développe lors des échanges internationaux. Le gouvernement souhaite que les plateformes de commerce en ligne soient désormais responsables du paiement de cette taxe. Les biens importés de moins de 22 € ne seront plus exonérés de TVA et les entreprises françaises devront toutes recourir à la facturation électronique. Notez que toutes ces mesures feront partie du budget 2020 débattu à la fin de l'année. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.